Alors, cette stratégie n'a pas été un coup d'épée dans l'eau, si j'ose dire. On la retrouve tout au long de l'histoire américaine. 6 ans après, en 1860, c'est le consul américain à Montréal qui écrit à son supérieur hiérarchique, le secrétaire d'État américain Lewis Cass, que l'on voit ici dans une statue en pied en marbre au Sénat des États-Unis, et il lui écrit le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, parce qu'ils avaient réussi à imposer un premier traité de libre-échange. Traité de libre-échange, ça ne veut pas dire que tout circule librement. Ça veut dire que déjà, on a démantelé certaines protections sur certaines spécialités douanières. Donc voilà ce qu'écrit le consul. Il dit « Le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada est en train de transformer tranquillement mais sûrement, les 5 provinces canadiennes en États de l'Union. » Avec une opinion publique qui ne comprend rien. En 1888, 28 ans après, nous avons le sénateur Sherman, qui est un républicain de l'Ohio. C'est un homme très important à l'époque, puisqu'il est le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, donc il est le numéro 2 de la diplomatie américaine après le ministre. Il a, et ça pour le coup, ce n'est plus des documents confidentiels comme ceux que je viens de présenter. Là, il s'agit du rapport officiel du Sénat du 7 août 1888. Il dit « Je veux que le Canada fasse partie des États-Unis ». Vous voyez que c'est une constante dans l'histoire américaine. L'union avec le Canada, dressez l'oreille, l'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions amicales. C'est une guerre qui va utiliser un ressort qu'on n'avait jamais tellement utilisé auparavant, qui est la guerre par la séduction. Cette union est inévitable. L'idée aussi de se prévaloir d'une espèce d'inéluctabilité historique. La seule politique de notre gouvernement est d'offrir au Canada la liberté des échanges commerciaux et de lui faire cette proposition de façon fraternelle afin que le peuple canadien y voie une invitation à faire partie de notre République. Comme vous le voyez, en réalité, cette stratégie fonctionne et ne fonctionne pas. D'une certaine façon, elle fonctionne, puisqu'effectivement, progressivement, le Canada entre dans l'orbite américaine, mais elle ne fonctionne quand même pas parfaitement, puisque, d'ailleurs, il suffit de regarder, de nos jours encore, le Canada n'a toujours pas été phagocyté par les États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont pousser encore plus loin cette stratégie vis-à-vis du Canada. C'est en 1948 où ils proposent un traité de libre-échange ultime, comme ils disent, c'est-à-dire que tout pourra désormais circuler totalement librement entre les États-Unis et le Canada, quelles que soient les spécialités douanières. Donc c'est finalement l'abolition des douanes. C'est ce que l'on va d'ailleurs imposer progressivement à l'Europe. Je vais y venir dans un instant dans le cadre de la construction européenne. Et John Deutsch, qui à l'époque, en dépit de son nom, est canadien, il est le négociateur en chef du côté canadien de ce projet de traité de libre-échange ultime qui suscite à l'époque, en 1948, une vive inquiétude dans la population canadienne. Et au Parlement d'Ottawa, voilà ce qu'il dit. Il dit « Le prix à payer pour une union douanière avec les États-Unis est la perte de notre indépendance politique, en ce sens que nous n'aurons plus le contrôle effectif de nos politiques nationales. Celles-ci seront décidées à Washington. » Vous voyez donc bien cette mécanique diabolique. Sous couvert d'avoir un traité de libre-échange qui n'intéresse personne parce que ça paraît des sujets techniques, au bout du compte, le gouvernement canadien reconnaît lui-même qu'il n'aura plus le contrôle des politiques nationales qu'elles seront décidées à Washington. Ça revient à dire, en définitive, que la démocratie n'a plus de sens. C'est une attaque contre la démocratie dont il s'agit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors à l'époque, ça avait suscité suffisamment de problèmes et de remous pour que le Premier ministre canadien de l'époque refuse ce traité de libre-échange.